Et bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce webinaire. Webinaire pour comprendre les enjeux de la CSRD dans le monde du commerce. Ce rendez-vous, c'est le fruit de la collaboration entre le collectif Génération Responsable et notre partenaire R3. Mais avant de commencer, je voudrais présenter l'action du collectif en deux mots. Donc, depuis plus de 10 ans, le collectif Génération Responsable encourage et soutient le développement durable et soutient le développement. Et nous travaillons avec plus de 80 enseignes pour leur apporter un écosystème de solutions. Ce sont notamment des partenaires qui sont sélectionnés pour leur expertise, ou encore nous avons des outils pratiques pour progresser dans les démarches RSE. Vous avez toutes les infos sur le site ici. Moi, je suis Fabrice, chargé de com pour le collectif, et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Et je vais sans plus tarder laisser la main à nos partenaires de R3, Ludovic Flandin, directeur adjoint du pôle RSE Innovation, et Grégoire Marchal, expert CSRD. Messieurs, bonjour. Vos micros. Ludovic, ton micro. Pardon. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler du sujet CSRD sous l'angle du commerçant. Alors c'est un secteur bien sûr qui est touché comme les autres par cette directive européenne et nous avons la possibilité chez R3 de pouvoir accompagner aujourd'hui un certain nombre d'entreprises du commerce. Donc nous sommes heureux de pouvoir partager tous ces retours d'expérience avec vous dans ce sens-là. Alors en quelques mots, R3, c'est une entreprise qui aujourd'hui a une approche intégrée du sujet RSE. Notre objectif, c'est vraiment de relier l'écologie à l'économie. Et donc, on mobilise les expertises des équipes, RSE, décarbonation, performance énergétique. On mobilise aussi une plateforme digitale avec des modules qui permettent de suivre les actions, notamment de décarbonation et vous allez le voir aussi de reporting CSRD. Et puis, on apporte aussi des solutions de financement pour accélérer le passage à l'acte. Nos références dans la consommation entre la mode, le commerce et la distribution sont assez nombreuses, avec notamment des accompagnements CSRD, des enseignes Truffaut, Cora. On a aussi des projets autour de la RSE, de la décarbonation, avec des enseignes de tous ces secteurs-là. Et c'est un domaine qu'on aime particulièrement travailler avec les enseignes, puisque de nombreuses transformations sont en cours. Aujourd'hui, R3, c'est un peu plus de 120 collaborateurs avec 6 agences en région qui se sont déployées cette année. Et puis, on a pu accompagner un peu plus de 950 entreprises depuis la création avec des objectifs qui sont liés à leur performance en termes d'énergie et d'émissions de CO2, par exemple. Avec R3, nous avons la possibilité d'accompagner les entreprises sur la CSRD sur des angles très différents, des accompagnements 360 degrés, alors on va beaucoup en parler aujourd'hui, hein, qui mélangent expertise et outillage digital, aussi de l'accompagnement en coaching. Vous avez des équipes RSE qui sont en place, mais elles sont peut-être un petit peu perdues sur certains aspects complexes des textes. Et puis, on a aussi un accompagnement adapté aux PME et aux très petites entreprises qui, soit volontairement, soit parce qu'elles dépassent les seuils dès 2026, ont commencé à se préparer. Et puis enfin, ça arrive déjà pour les plus grosses entreprises. Des sujets sont devenus ou sont notés comme matériels et elles nous demandent de les accompagner en détail sur une thématique, par exemple la biodiversité, pour renforcer leur niveau de conformité à la CSRD et leur niveau d'action sur un sujet particulier. Notre équipe CSRD, elle est composée de deux éléments, une équipe d'experts qui, depuis de nombreux trimestres, analyse les textes de l'EFRAG, les recommandations de l'AMF et autres, et fabrique des livrables opérationnels utilisés par nos clients. On a à peu près une quinzaine d'accompagnements démarrés. Et on a notre outil de reporting CSRD, dont une nouvelle version vient d'être mise en production, avec la simplification de la collecte des indicateurs, la visualisation des différentes normes, de pouvoir suivre la progression et de pouvoir s'intégrer avec les autres outils que vous utilisez déjà et qu'on peut retrouver aussi chez R3. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est très pratique pour ne pas se perdre dans les textes et dans les slides. Alors, vous pourrez poser vos questions pendant la conversation à droite et on ne manquera pas d'y répondre. On va essayer d'être succinct, d'avoir à peu près une trentaine de minutes d'exposé en vous donnant pas mal d'exemples et aussi de poser des questions, hein, parce que tout n'est pas réglé.
Et puis, on laissera de la place pour les questions à la fin, avec 3 parties aujourd'hui. D'abord, le décryptage de la CSRD avec à chaque fois les spécificités relatives au commerce qu'on a pu noter. Passage à l'action, comment se préparer activement à la CSRD, on bénéficiera de nos retours d'expérience. Et puis enfin, un peu plus de positif, et vous commencez à vous montrer comment cet exercice, qui est quand même contraignant, peut aussi être un levier et doit être un levier pour le business, sinon on ne va pas s'en sortir. Et les entreprises soumises comme les entreprises qui essayent de les accompagner ont envie aussi de cet effet transformatif et positif pour le business. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la première partie sur le décryptage de la CSRD avec les spécificités relatives au commerce. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, plutôt un rappel contextuel sur les différents types de pilotage qui existent et ce vers quoi on tend via justement la mise en place de cette directive européenne. On part d'un pilotage classique qu'on considère être historiquement plutôt siloté entre d'un côté des indicateurs plutôt financiers qui vont être généralement sous la coupelle d'un directeur financier et des indicateurs humains plutôt sous la coupelle d'un directeur des ressources humaines. Et effectivement, on a des indicateurs sur ces deux aspects qui, historiquement, sont plutôt normés, comparables, expliqués, enseignés entre les différentes entreprises, mais décorrélés des indicateurs RSE, qui, d'une part, ne relèvent pas d'une obligation et parfois sont gérés soit par une équipe RSE dédiée, mais ça n'est pas toujours le cas, ça peut être des équipes tierces avec des compétences RSE, mais qui n'ont pas cette appellation, et le résultat de ce silotage entre différentes équipes et le découpage des indicateurs, c'est qu'on a historiquement des feuilles de route distinctes qui peuvent exister. Une feuille de route plutôt sur la performance financière ou l'amélioration de la performance financière, une feuille de route qui va être spécifique au niveau de la direction des ressources humaines en suivant et en améliorant les indicateurs humains et effectivement les indicateurs RSE qui vont vivre en parallèle de ces contraintes ou de ces indicateurs classiques. Et les décisions sont plutôt prises sur le critère financier. Ce vers quoi on tend avec la mise en place de cette directive, c'est quand même une harmonisation, une harmonisation des indicateurs avec l'intégration des indicateurs RSE également normés, comparables, expliqués au même niveau que les autres indicateurs finalement pour essayer de construire une feuille de route unique et de pouvoir prendre des décisions qui soient multicritères, c'est-à-dire à la fois sur les critères d'ordre financier, mais également extra-financiers. Car on va le voir quand on va rentrer dans la CSRD, les entreprises vont être amenées à être transparentes sur un certain nombre d'indicateurs qui vont notamment également permettre à des acteurs financiers de prendre des décisions de financement éventuel sur cette panoplie d'indicateurs. Donc c'est important de garder ça en tête. On passe vers un pilotage durable, intégré et non plus siloté. Sur la CSRD, la première chose à dire, c'est que c'est quand même un texte de loi au niveau européen qui est révolutionnaire, puisqu'elle va imposer à la fois aux moyennes et aux grandes entreprises, ETI, grands groupes, la publication d'un rapport de durabilité qui va être annuel et qui va demander de la communication et de la transparence sur un certain nombre de données à la fois financières et ESG, ESG étant environnement, social et gouvernance. L'objectif principal de cette directive européenne, effectivement, c'est d'apporter de la transparence, de l'amélioration et de l'harmonisation du reporting au global, puisque ça va permettre de comparer les entreprises entre elles sur des normes qui vont être communes et diffuses pour toutes les entreprises qui vont être soumises à cette réglementation. Aujourd'hui, que vous l'ayez en tête, on a à peu près 50 000 entreprises qui exercent leurs activités sur le territoire de l'Union européenne et la directive est déjà en place puisque dès 2025, pour les entreprises déjà soumises à la NFRD, qui est, si vous voulez, la CSRD 1.0, vont devoir faire ce rapport de durabilité. Et ensuite, dès 2026, on aura des entreprises qui vont dépasser un certain nombre de seuils, mais qu'on va voir dans un instant. Donc, de plus en plus d'entreprises vont devoir faire ce rapport de durabilité. L'objectif étant, comme mentionné, de tendre vers un modèle économique plus durable, puisque l'objectif, en transparence, va être de donner des informations de durabilité sur les activités des entreprises pour, à terme, réorienter les flux de capitaux, notamment financiers, vers des activités plus responsables, puisque même dans ces activités financières, on prend de plus en plus en compte les critères extra-financiers. Si on met maintenant le focus sur qui est concerné et quand, donc comme je viens de le dire, la directive est déjà en place. Donc pour les entreprises qui étaient précédemment soumises à la NFRD, on a une obligation de publication en 2025 sur les données 2024. Ça correspond à peu près à 2500 entreprises en France pour lesquelles l'exercice est déjà bien engagé.
Et ensuite, on a un certain nombre de seuils progressifs qui vont avoir des impacts sur les entreprises soumises. Dès 2025, donc ça va être pour publication en 2026 sur données 2025, ça correspond à 6 000 entreprises en France, on a des seuils qui vont rendre les entreprises éventuellement éligibles à cette directive. 3 seuils en particulier, le nombre de collaborateurs, si vous dépassez le seuil de 250, le chiffre d'affaires, donc c'est 50 millions, et le bilan qui est de 25 millions. Une précision sur les 2 derniers seuils que je viens de mentionner, dû à l'inflation, ils ont été rehaussés. Auparavant, vous avez peut-être vu passer que c'était 40 millions de chiffre d'affaires et 20 millions de bilan, donc ça a été rehaussé. Et donc, on tenait à vous informer de cette modification qui a eu lieu en début d'année. Ensuite, en 2026, pour publication en 2027, on aura des PME cotées, ce qui représente moins d'une centaine d'entreprises sur le territoire de l'Union européenne, mais on aura également cette obligation qui va être pour ces entreprises-là. Et puis plus tard, en 2028, pour publication en 2029, on va avoir des entreprises qui sont non installées sur l'Union européenne, en tout cas leur filiale principale, leur siège. En revanche, si elles génèrent un chiffre d'affaires consolidé dépassant 150 millions d'euros dans l'Union européenne pendant 2 années consécutives et qui ont une succursale ou une filiale dans l'Union européenne qui génère un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'années, à ce moment, elle sera soumise à la directive européenne, même si le siège social est ailleurs, hors Union européenne. Donc vous voyez que dans le sens de l'histoire, on a un renforcement des règles et de plus en plus d'entreprises qui vont être soumises à cette réglementation. Un petit jeu pour continuer, si on se place sous l'angle d'une enseigne qu'on appelle Mon Shop Durable et qui dépasse 2 des 3 seuils que je viens de mentionner, donc un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros et des effectifs qui dépassent les 250 salariés puisqu'on a 2500 personnes, il peut y avoir différents cas selon les cas de figure. Si on est un franchiseur de Mon Shop Durable, qu'on appelle ad hoc société anonyme, et qui a une succursale au chiffre d'affaires de 40 millions et 200 salariés, à ce moment, ce franchiseur n'aura pas de rapport de durabilité à faire puisqu'il ne dépasse pas, il ne sera pas soumis aux règles d'éligibilité de la CSRD. Le second cas de figure, c'est si nous sommes Mon Shop Durable, et donc là, comme je viens de le mentionner, on a le dépassement de 2 des 3 seuils, et donc on sera évidemment soumis à la directive et à la publication d'un rapport de durabilité. Le troisième cas de figure, c'est si nous sommes un autre franchiseur, mais qui cette fois ont des succursales qui dépassent les seuils d'éligibilité, incluant le siège. À ce moment, on aura la possibilité de faire un rapport consolidé, c'est-à-dire au niveau de Mon Shop Durable, avec certains indicateurs sur les franchisés. Donc, une collecte qui se fera au niveau centralisé et des indicateurs qui devront être remontés sur l'activité du franchiseur en particulier. Et enfin, un quatrième cas de figure qui va être encore un autre franchiseur qui a des succursales au chiffre d'affaires de 100 millions et 600 salariés, donc éligible à la CSRD puisque dépassant les seuils, et dont un des franchisés dispose de 20 magasins, 60 millions de chiffre d'affaires et 400 salariés. À ce moment, on va considérer que c'est une entité indépendante et il y aura bien 2 rapports de durabilité à produire. Tout ça pour vous dire que la loi peut être complexe et il faut en premier lieu bien comprendre dans quel cas de figure vous vous situez en fonction de vos spécificités. Consulter un avis d'expert pour exactement comprendre si vous avez un rapport de durabilité à faire, si oui, à quel niveau, consolidé ou au niveau des franchisés, et si éventuellement vous avez plusieurs rapports de durabilité à faire puisque vous avez des entités jugées indépendantes compte tenu des dépassements de certains seuils. Si on passe maintenant à ce que contient l'objectif final de la CSRD, qui est le rapport de durabilité. Une première information qui est que la CSRD, c'est une obligation de dire, non de faire. Donc, c'est bien un rapport de reporting qui va contenir, pour vous donner un ordre d'idée, un tiers de données quantitatives, c'est-à-dire de la mesure pure d'impact environnemental, social, de gouvernance, et 2 tiers de données qualitatives, qui vont être plutôt les mesures, les politiques mises en place. Ce rapport de durabilité va être structuré en une quarantaine d'enjeux définis par l'EFRAG, qui est l'organisme européen ayant encadré cette directive, et donc qui vont avoir des thématiques environnementales, sociales et gouvernance, ESG, qui sont l'appellation classique qu'on utilise déjà dans le monde de la finance pour rediriger les capitaux. Donc on a 12 normes qu'on va voir dans un instant, et pour chaque enjeu, le reporting se structurera de la manière suivante. On aura un volet sur la gouvernance, un volet plutôt sur la stratégie, par exemple sur le changement climatique, la biodiversité, les conditions de travail sur la chaîne de valeur, etc.
comment est-ce que l'entreprise gère les impacts, les risques et les opportunités associés à chaque enjeu, et les mesures et les objectifs associés à chacun de ces enjeux-là. Une information complémentaire sur le périmètre également d'application de la CSRD. Pour l'instant, on est agnostique au niveau du secteur, c'est-à-dire que les normes sont tous secteurs confondus. Commerce, industrie, bancaire, etc. Il n'y a pas de spécificité relative. En revanche, dès juin 2026, on aura la publication par l'EFRAG d'informations sectorielles qui vont venir caractériser les spécificités d'enjeux au niveau des secteurs d'activité. Donc, il y a une évolution du texte de loi qui est à prévoir et des spécificités relatives au secteur et aux entreprises qui vont être amenées à être incluses dans ce rapport petit à petit. Donc, on a mentionné 12 normes ESRS. Comment sont-elles structurées? En fait, elles sont structurées selon 4 axes. Un premier qui va être sur les normes transverses, avec 2 sous-enjeux, ESRS 1 et 2. Le premier va être plutôt sur la retranscription de la loi. Pourquoi une entreprise est-elle soumise à la CSRD, etc. Donc, c'est vraiment la retranscription de la directive. Une seconde norme générale transverse qui va plutôt expliquer la méthodologie utilisée dans le cadre de la mise en conformité CSRD pour l'entreprise. Comment est-ce qu'on a défini que les enjeux étaient matériels? Qui a-t-on consulté? Etc., etc. On va y revenir dans un instant. Et ensuite, les 3 catégories ESG, environnement, social, gouvernance, qui composent 10 sous-normes sur lesquelles vous serez amené dans l'exercice à interroger, consulter des parties prenantes pour définir qu'est-ce qui est matériel ou non dans votre contexte. Et on va y revenir dans un instant pour définir comment définir qu'un sous-enjeu est matériel ou non. Au maximum, on peut avoir 1000 données à peu près à fournir, mais on va y revenir dans un instant. Comment définir qu'un enjeu ou un sous-enjeu est matériel? C'est l'outil central qui a été proposé par l'EFRAG, que vous connaissez sans doute, en tout cas au niveau de l'appellation, la double matérialité. Qu'est-ce que la double matérialité? Pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà fait une analyse d'impact simple, ça va correspondre à ce qu'on appelle la matérialité financière. C'est-à-dire comment l'environnement et la société peuvent impacter l'entreprise. Donc, un des enjeux ESG a un impact potentiellement sur la santé financière et la pérennité. Ça, c'est la matérialité financière. La nouveauté avec la CSRD, ça va être l'apport de la matérialité d'impact, en prenant le parti de se dire que à la fois les enjeux ont un impact sur la santé financière et la pérennité du modèle économique, mais que l'environnement également a un impact sur l'environnement et la société. Et c'est ça qu'on va évoluer dans ce cadre. Il y aura une double consultation, impact et financière. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le mot de matérialité, c'est simplement l'importance relative de chaque enjeu qui va être évalué ici, compte tenu de ces 2 angles. Pour chacune des thématiques enjeux et sous-enjeux, on va venir évaluer l'importance de l'impact pour l'entreprise et l'impact qu'ont les enjeux sur l'entreprise également. Si on prend un exemple pour le climat, avec notamment la norme du changement climatique, des questions qu'on posera seront de l'ordre sur la matérialité d'impact pour déterminer l'importance, la matérialité. L'entreprise émet-elle beaucoup? Est-ce que ces émissions portent sur toutes les activités? Est-ce que c'est remédiable ou non? Mais aussi, on posera des questions d'impact positif potentiel. Est-ce que l'entreprise a une activité qui est positive pour le climat, par exemple? À l'inverse, pour la financière, on va plutôt changer l'angle et se demander, le changement climatique peut-il affecter le chiffre d'affaires, le résultat, les CAPEX? Par exemple, si vous avez un site de distribution qui est à risque parce qu'il y a des risques d'incendie, d'inondation ou que sais-je, ça peut vous impacter financièrement et dans ce cas, ça ressortira comme matériel. Si l'enjeu est matériel, alors il faudra reporter sur les stratégies, les indicateurs. Typiquement sur la matérialité d'impact, ça va être la trajectoire de décarbonation associée aux activités de l'entreprise, avec un alignement potentiel sur les science-based targets, des partenariats éventuels, etc., avec des indicateurs associés. De la même manière, sur la matérialité financière, si l'enjeu est matériel, vous devrez reporter sur les plans d'adaptation des actifs, les couvertures, etc. Je ne rentre pas nécessairement dans le détail, on pourrait y revenir lors des questions-réponses si vous le souhaitez pour comprendre un petit peu l'articulation entre les indicateurs qualitatifs et quantitatifs. Un mot également sur les derniers développements de la CSRD, puisque c'est une réglementation dont le texte de loi bouge et notre rôle avec Ludovic, c'est de faire de la veille et de tenir informé sur les différentes modalités qui peuvent exister. Dans le cadre de PME de moins de 750 salariés, il y aura des aménagements dans l'obligation de reporting, même pour des sous-enjeux qui sortiraient comme matériel à l'issue des consultations de parties prenantes, typiquement sur le bilan carbone et l'effectif de l'entreprise, donc E1,
première norme de l'environnement, S1 première norme de la société, il y aura la possibilité de différer d'1 an l'application de la norme, puisqu'on considère que vous avez le temps de reporter, de créer la documentation adéquate sur ces sujets-là. Pour le bilan carbone, typiquement, ça va être d'établir un bilan carbone sur le scope 3, donc, qui sont toutes les émissions indirectes de votre activité. De même, sur la biodiversité, vous aurez la possibilité de différer de 2 ans l'application de la norme, et de même sur les enjeux sociaux, notamment sur les travailleurs de la chaîne de valeur, 2e norme sociale, et les communautés affectées, 3e norme sociale, puisqu'on considère que pour cette taille d'entreprise, vous avez la possibilité d'avoir plus de temps pour structurer le reporting si l'enjeu est matériel. En termes de méthodologie de validation, et c'est ce qu'on voit dans les accompagnements en cours, il y aura la nécessité de présenter le rapport de durabilité au CSE si vous en avez un, mais surtout de garder en tête de bien faire valider par un organisme tiers indépendant qui aura charge d'auditer le rapport de durabilité, d'émettre des réserves éventuelles ou de demander à ce que, quand un enjeu est matériel ou quand un indicateur est donné, de bien justifier pourquoi, quelle méthodologie a été appliquée dans le cadre de la construction de ce rapport. Ce rapport sera publié au format XBRL, qui est le format classique utilisé dans le monde de la finance, sur la plateforme European Single Access Point, ESAP. Donc, il faudra publier ce rapport sur cette plateforme. Et pour les entreprises pour lesquelles il y aura la possibilité pour les entreprises de publier le rapport de durabilité dans les 6 mois après la consolidation des résultats financiers. Ça, c'est important également à garder en tête pour comprendre le timing de récolte des indicateurs et de publication. Ça n'est pas nécessairement au 1er janvier de l'année sur laquelle vous êtes assujetti à la CSRD. Il y aura la possibilité de saisie du juge en référé pour demander une ordonnance qui oblige une entreprise à publier un rapport conforme à la CSRD si cette publication est jugée urgente et nécessaire. Donc des recours également sur le volet législatif pour contraindre des entreprises. Donc c'est important de le garder en tête. Et enfin, les sanctions sont enfin sorties. 3 typologies de sanctions. En cas de non-publication, on a une peine passible de 3 750 € d'amende, qui est assez faible, mais surtout une injonction sous astreinte par un tiers possible et l'impossibilité de répondre à la commande publique qui peut être handicapante pour un certain nombre d'entreprises. En cas de non-audit, dans ce cas, l'entreprise serait passible de 30 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement. Et enfin, pour l'entrave à l'audit, on est sur des amendes de 75 000 € et 5 ans d'emprisonnement potentiel maximum. Merci Grégoire pour ces précisions. Pour le commerce et la CSRD, le contexte est particulier. Alors, d'abord, je veux rappeler que tous les textes qui s'appliquent aux enseignes et aux entreprises du commerce doivent pouvoir se retrouver dans le reporting CSRD. C'est-à-dire qu'il ne faut pas reprendre tout ce qui est à déclarer en termes de points de données issus du texte, mais aussi ce que vous devez par ailleurs déclarer. Il n'y a pas de taxonomie spécifique au commerce aujourd'hui. La taxonomie, c'est un cadre de classification qui permet de déterminer si vos activités sont partiellement ou totalement durables. En fait, aujourd'hui, concrètement, ce qui se passe, c'est que le cadre est disponible pour les travaux liés à la gestion des magasins et à la production d'énergie. Donc, on a vu les premières enseignes cotées commencer à faire du reporting d'indicateurs là-dessus, mais il n'y a rien d'autre pour le moment. Et en termes sectoriels, comme on l'avait dit, les normes de commerce pourraient éventuellement être connues en 2026, mais souvent, ce sont d'autres secteurs avec plus d'impact, notamment climat, qui sont privilégiés, donc c'est possible que ça soit encore décalé pour après. Alors, comment se préparer activement à la CSRD? Donc, on a cumulé un petit peu nos retours d'expérience et puis les discussions qu'on a pu avoir avec le collectif Génération Responsable, mais aussi d'autres acteurs du commerce. Premier point, c'est l'importance de prendre en compte tout ce qui a déjà été fait en place dans l'entreprise pour simplifier cette charge de conformité. Donc, bien sûr, tout ce qui est équipe, compétences, se reposer sur elles, les embarquer, la gouvernance que vous avez, ne pas créer une gouvernance spécifique, mais bien voir comment s'insérer dans la gouvernance actuelle. Et puis les processus que vous avez en termes d'analyse de risque, de reporting, mais aussi toutes les procédures de labellisation qui existent. Tout ça apporte de la matière. Donc, c'est vraiment important de commencer par ce lien solide avec les documents existants que vous avez, qui vont peu à peu s'enrichir de référentiels doubles. C'est-à-dire qu'on sait que Bicorp est en train de voir comment son référentiel peut être encodé CSRD. L'intégralité des autres labels vont aussi y passer. Pour garantir une simplicité, en fait, quand même pour les personnes qui sont soumises à plusieurs reportings. Deuxième point,
c'est d'enrichir la gouvernance existante en matière de RSE, de voir comment vous pouvez peut-être impliquer plus de monde, des entités qui ne sont pas impliquées aujourd'hui, qui devront l'être de par le texte ou parce que vous pensez que pour garantir le reporting, vous devrez le faire. Troisième recommandation, c'est vraiment de réaliser un bilan carbone avant la double matérialité. C'est quand même très difficile de naviguer dans cette matérialité, de déterminer si un enjeu est matériel d'un point de vue climat, mais aussi par rapport aux autres sujets, si on n'a pas une base sur le bilan carbone. Et là, il y a vraiment des aides qui sont mises en place, notamment de la BPI, avec des diags décarbonation qui s'appliquent à tout type d'entreprise. Et on en opère un certain nombre avec des entreprises du commerce. Et c'est vrai qu'on peut rapidement avoir quelque chose. C'est beaucoup moins compliqué qu'il y a quelques années d'avoir une première approche de son bilan carbone, tout scope, y compris le scope 3. Et puis enfin, la sélection de l'auditeur de durabilité, de l'OTI, est vraiment importante et doit se faire assez en amont parce que vous prenez un risque si vous allez le voir à la toute fin avec votre rapport pratiquement finalisé. Il faut l'embarquer dès le début pour qu'il puisse vous conseiller. Et aujourd'hui, ces auditeurs de durabilité, ce sont bien sûr les CAC, mais aussi d'autres organismes. Ils sont en formation. Il n'y en a encore pas tellement, donc il faut vraiment pouvoir un peu les réserver. C'est vraiment un conseil qu'on peut vous donner pour les entreprises qui veulent commencer à travailler sur ces sujets. On vous a mis ici quelques exemples de données qui vont sortir, que vous imaginez peut-être déjà, mais qui sont liées à chacune des thématiques ESRS qui seront jugées matérielles, autour du changement climatique, de la biodiversité par exemple. En gouvernance, on a aussi des éléments qui reviennent, qui étaient déjà dans des lois françaises, notamment la loi Sapin 2, les lois anticorruption. Et puis, dans les bilans sociaux, si vous en avez, vous allez retrouver un certain nombre de données qui vont être puisées des bilans sociaux ou de votre cockpit RH et qui vont se retrouver dans le rapport de durabilité. Donc, par exemple, tous les sujets autour de la formation et puis les accidents au travail. Alors, pour être un peu plus précis sur le commerce là-dessus, on vous a fait un petit zoom sur la page d'après avec quelques informations, quelques points sur la collecte des données internes. Alors, au niveau consolidé, vous allez avoir toutes les données produits et clients. Et c'est là que des processus de collecte standardisés vont devoir être mis en place s'ils ne le sont pas. Vous allez devoir pouvoir intégrer des données qui viennent d'autres sources de données que vous avez déjà peut-être d'un point de vue financier, opérationnel, traçabilité. Mais il faut faire en sorte de ne pas créer des process de collecte en silo. Donc vraiment, il y a un sujet de robustesse et de simplicité. Et puis au niveau du réseau des magasins, les indicateurs qui sont peut-être déjà collectés aujourd'hui, comme les indicateurs immobiliers autour de l'énergie, la participation à des actions de philanthropie, les arrondis en caisse, vont devoir être centralisés et consolidés. Et vous allez aussi, pour certaines entreprises qui sont les plus avancées, analyser les sites sous l'angle de leur adaptation au changement climatique et donc vous poser la question du bâtiment, du site, du parking. Est-ce qu'il y a des investissements, des améliorations qui sont nécessaires au vu des conséquences du changement climatique? On répète, il y a vraiment 2 tiers de narratif, 2 tiers de texte, 1 tiers de données chiffrées. Et donc, ce qu'on voit actuellement avec les entreprises qui commencent, c'est qu'il y a surtout une nécessité de formaliser des actions réalisées, mais qui n'étaient pas documentées dans des textes, qui décrivent une stratégie, une action, une feuille de route. Et c'est vrai que ça, c'est un travail qui peut être anticipé et être fait de manière progressive. Et enfin, sur ce sujet de la collecte des données, je le répète aussi, c'est un rapport qui ne donne pas uniquement des données historiques, mais bien aussi des données avec des objectifs à court, moyen et long terme. Des objectifs qui d'habitude sont plutôt publiés dans le cadre du domaine financier. Ici, ils le seront aussi sur tout ce qui est impact environnemental et social. Donc c'est quand même engageant d'une certaine manière, d'un point de vue en tout cas réputationnel pour l'entreprise, de devoir mettre ces objectifs qui sont plutôt non communiqués ou secrets, même dans certains cas, parce qu'on ne veut pas les communiquer, parce qu'on n'a pas forcément une vision sur la façon d'y arriver très 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 fine pour le moment. Alors du coup, si on parle des données externes qui ne sont pas à l'intérieur de votre entreprise, c'est là où le commerce a quand même des enjeux importants. Des enjeux importants parce qu'il va falloir intégrer des données des parties prenantes externes, qui sont les données des propriétaires, par exemple, de vos clients, de fournisseurs, qui sont clés, qui sont demandés très, très précisément dans certains cas sur des thématiques. Il va y avoir un sujet sans doute de mutualisation des démarches de collecte, et c'est là où les fédérations
où des groupements d'intérêt économiques peuvent avoir un rôle pour pouvoir créer des formulaires ou des démarches de remontée de données communes. Par exemple, dans un domaine que je connais un petit peu, qui est la jardinerie, un certain nombre d'enseignes ont des producteurs communs qui sont utilisés par tous. On imagine qu'une entreprise, petite ou grande, quand elle va voir Jardiland, Truffaut, Villa Verde, Gamme Vert lui demander, Botanique lui demander des données qui sont exactement les mêmes, ça va être quand même une grande question qui va se poser. On a aussi le cas des centres commerciaux. Les bailleurs vont demander plus d'informations qu'aujourd'hui et on peut voir apparaître des sujets peut-être dans le bail d'annexe CSRD et donc une création d'un certain nombre de sujets puisque ces données qui aujourd'hui sont chez vous, les commerçants, vont devenir de plus en plus importantes pour les bailleurs puisque c'est vraiment ce sujet de la chaîne de valeur qui fait partie de l'analyse de la CSRD et pas simplement l'entreprise en tant que telle. Un sujet aussi qui va poser beaucoup de questions, c'est le contrat de franchise. Le contrat de franchise aujourd'hui ne mentionne pas, dans la plupart des cas, le partage de données ESG entre les franchisés et adhérents et le franchiseur. Si un franchiseur est soumis à la CSRD, ses parties prenantes sont très proches, sont bien sûr ses franchisés, et il va y avoir peut-être une annexe environnementale pour pouvoir obtenir ces données pour les franchiseurs. En tout cas, c'est un sujet qui peut s'étendre assez loin, puisqu'on a même des sujets concernant les non-salariés qui aujourd'hui sont couverts par la CSRD, comme les intérimaires, des personnes qui sont dans la force de vente, mais qui ne sont pas aujourd'hui très connues en termes de reporting. Là, c'est directement les agences d'intérim qui vont devoir se muscler pour vous fournir, si vous en avez besoin, des données qui aujourd'hui n'existent pas. Donc, beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de questions, mais il faut pouvoir anticiper ça de manière assez forte pour pouvoir monter les marches peu à peu. Encore une fois, cette obligation de dire de la CSRD, elle est progressive. Vous n'êtes pas obligé la première année, dans votre premier rapport, d'avoir 19 sur 20. Vous devez avoir la moyenne, remplir les conditions que votre auditeur de durabilité va demander, mais vous pouvez progresser aussi dans les années qui viennent concernant ces données. Merci Ludovic. Un mot sur comment rendre la CSRD actionnable, parce que comme l'a dit Ludovic, il y a beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de consultations, de remontées de données à faire. C'est pour vous expliquer un petit peu les partis pris, en tout cas chez R3, et la manière dont on perçoit l'exercice et la méthodologie adéquate pour y parvenir. Ce qui nous semble en premier lieu important, c'est la sensibilisation et l'implication des dirigeants, mais aussi des contributeurs dans l'approche directement en premier lieu. En fait, pour expliquer la CSRD et expliquer le sens qui s'y cache derrière, sans quoi vous allez souffrir dans l'embarquement de vos parties prenantes internes et ça va être délicat. Donc c'est vraiment la première partie qui nous semble structurante pour la suite, expliquer la pédagogie de la CSRD et en quoi c'est important de bien faire l'exercice. Ensuite, il y aura la phase de consultation des principales parties prenantes afin de construire la matrice réglementaire. Donc, comme on l'a dit, la matrice réglementaire, c'est à la fois l'impact et le financier. Et donc, on vous recommande d'intégrer des parties prenantes à la fois externes, comme vient de l'expliquer Ludovic, que ce soit des fournisseurs, que ce soit des clients, etc., et internes, donc des gens chez vous qui sont capables de positionner un risque ou une opportunité financière liée aux enjeux des normes de l'EFRAG. Donc cette phase de consultation, elle est clé. Trouver les bons intervenants et les bonnes parties prenantes, c'est aussi l'opportunité pour vous d'engager vos parties prenantes dans votre rapport de durabilité et de déceler potentiellement des potentiels intéressants sur lesquels vous pouvez vous positionner. Une fois qu'on aura fait cette matrice réglementaire, il y aura une phase d'embarquement plus opérationnelle, à la fois sur le volet méthodologique de remontée d'informations et d'outils. On en a parlé en préambule de cette présentation, c'est aussi clé puisqu'il y aura un certain nombre d'indicateurs en fonction de la taille de votre entreprise et de votre implantation géographique. On vous conseille de vous outiller à minima pour faire cette récolte, puisque ce sera clé et ce sera un exercice qui sera à faire d'année en année. Donc ça nous paraît vraiment structurant. Et on va ensuite passer à ce qu'on appelle la gap analysis, donc en français l'analyse d'écart, qui est simplement que quand vous aurez la visibilité de ce qui est matériel pour vous, vous connaîtrez les indicateurs sur lesquels on vous attend dans le rapport de durabilité, et à ce moment, vous pourrez dire, compte tenu de ce que vous avez déjà en place, à quel pourcentage de complétion vous vous situez, puisque vous êtes plutôt à 20, 30, 50 ou 70%, très avancé, et il faudra évidemment prendre des actions correctives d'amélioration continue, comme l'a dit Ludovic, pour se rapprocher de la perfection.
Une quatrième phase va plutôt être tournée autour des risques et des opportunités potentielles qu'a la CSRD, puisque dans l'obligation de dire, on est très orienté sur les impacts négatifs, les risques. On souhaite aussi vous rassurer que la CSRD, par l'engagement de vos parties prenantes, peut également déceler des potentiels intéressants d'innovation et des opportunités associées aux différents sujets ESG qui peuvent être intéressants. L'objectif étant, s'ils sont identifiés, d'investir dessus et de construire une feuille de route pour essayer de tendre, de vous différencier éventuellement, tout en respectant les exigences réglementaires. Donc ça peut être aussi l'opportunité pour vous d'un potentiel d'innovation positive intéressant. Et ça, c'est très important à garder en tête, même si ça ne révèle pas de l'obligation en tant que telle, plutôt d'une approche volontaire, mais c'est une opportunité à saisir. Et la dernière phase, la cinquième, qui est l'objectif final, la structuration du rapport de durabilité, dont nous avons déjà discuté avec les différentes normes et qui sera audité par l'OTI de votre choix. Un dernier mot avant de passer à la dernière partie sur la démarche d'amélioration continue et un autre parti pris qu'on vous conseille, c'est d'y aller progressivement. C'est un exercice qui peut être complexe, tant sur la mobilisation des équipes que par l'adaptation de votre gouvernance, que la collecte des informations. C'est quand même un changement qui peut être structurel. Donc, on vous conseille, dans un premier temps, de bien faire, d'avoir une base solide pour lancer les analyses de double matérialité et de conformité. Ludovic l'a mentionné, mais typiquement, un bilan carbone, scope 1, 2 et 3, ça nous paraît être structurant pour être sérieux sur les sujets de changement climatique, typiquement. Faire les cartographies à la fois des enjeux, mais des parties prenantes qui vont être à consulter. Si vous n'avez pas ces informations, ça peut être intéressant pour votre mise en conformité. Faire évidemment la consultation et une révision de stratégie éventuelle pour ensuite commencer des préparations à blanc sur des données qui sont peut-être incomplètes, mais on vous recommande de commencer sur un ou deux ESRS qui sont matériels pour vous en mode gestion de projet pour ensuite être dans une démarche d'amélioration continue, de pouvoir réajuster la gouvernance, le mode de collecte, embarquer de plus en plus de collaborateurs, mais d'y aller progressivement, que ce soit sur la méthodologie ou l'outillage, et éventuellement de faire un rapport à blanc sur données incomplètes, ça n'est pas grave, mais au moins que vous fassiez la main avant d'arriver sur le rapport officiel, donc qui peut être lourd et qui peut être complexe à appréhender si vous faites tout d'un coup. Donc, c'est y aller étape par étape. Alors, pour passer dans un aspect plus positif, on va répondre à la question qu'il y a dans la conversation après. C'est comment faire de cet exercice un levier pour le business. C'est vraiment ce qui nous intéresse tous quand même, si c'est possible. Je reviens. Pas de problème. Alors, il y a trois opportunités qui sont en train de se dessiner, qui se réalisent déjà. D'abord, il y a des choses qui se passent en interne pour l'entreprise. Quand on applique la CSRD, il y a des choses positives, des transformations qui se passent. Deuxièmement, c'est dans la relation avec les parties prenantes. Et donc là, il y a aussi un certain nombre de choses qu'on va lister, qu'on va vous partager. Et puis, quand on peut se placer en horizon 2027-2028, quand beaucoup d'entreprises, de manière volontaire ou obligatoire, appliqueront la CSRD, on rentre dans un nouveau monde où là, un certain nombre de comparables, d'accès à l'information va être beaucoup plus possible, pas simplement pour les investisseurs, mais aussi pour vous comparer avec vos concurrents ou avec les entreprises de votre chaîne de valeur. Sur le premier point, je ne vais pas tous les passer en revue, mais vous voyez de quoi on parle quand on parle d'opportunité. On parle vraiment d'une donnée beaucoup plus riche, beaucoup plus fiable, donc d'une confiance, d'une capacité de l'utiliser pour prendre des décisions qui n'a rien à voir. La possibilité aussi de mieux mesurer vos impacts, de mieux améliorer la performance globale, d'anticiper clairement aussi pour le changement climatique qui va quasiment être matériel pour tout le monde, comment avoir des actions qui vont dans le bon sens. Et puis aussi d'identifier des potentiels d'innovation. Je le dis parce qu'aujourd'hui, on a des cas de figure qui vont apparaître qui sont intéressants. Du coup, en retour d'expérience, ce qui est intéressant, je pense, c'est dès maintenant de pouvoir orienter vos processus d'innovation en prenant en compte vraiment tout ce qui va ressortir en termes de risques et opportunités de la CSRD. Par exemple, le coût exponentiel de gestion des déchets provoque un risque sur mon business model d'ici 3 ans. C'est là où je dois mettre le paquet pour trouver des solutions innovantes qui vont me permettre de maîtriser ce sujet. Et là, ce sujet va ressortir de la matérialité financière du sujet de la gestion des déchets qui vient d'une des normes ESRS. Pour le climat, c'est pareil. Comment mes magasins doivent s'adapter et quels changements je dois mettre en place pour arriver sur un changement climatique. Donc, on n'est pas simplement dans l'atténuation, on est aussi dans l'adaptation. Et puis, il y a des opportunités business qui vont être liées aux problèmes catastrophiques, souvent, environnementaux et sociaux. J'ai pris un exemple ici qui va peut-être parler toujours dans le domaine de la jardinerie.
Pour une entreprise de BTP, rénover thermiquement l'ensemble des 700 jardineries françaises pour lutter contre les températures estivales qui sont dévastatrices pour les stocks, qui va permettre d'améliorer la qualité de vie au travail et d'optimiser l'expérience client, c'est une opportunité qui vient d'un problème, malheureusement, environnemental et lié à la force de travail, mais c'est un problème qui peut créer des opportunités. À l'inverse, les phénomènes de biodiversité, de changement climatique, de pollution vont créer chez vos clients des changements, des besoins, des usages qui aujourd'hui sont peut-être des signaux faibles, mais qui vont s'amplifier. Et donc, à travers la CSRD, vous avez aussi la possibilité de les repérer et de les mettre en évidence, ce qui n'était pas le cas forcément avant. Donc, il faut être positif par rapport à ça. Et finalement, on peut se projeter en 2026 en se disant un cockpit de pilotage pour une entreprise ne va plus être simplement basé sur la partie bleue avant, qui a démontré quand même ses limites pour les transformations, la partie financière. Elle est bien sûr indispensable, elle va rester, mais elle doit être complétée d'indicateurs de performance financière liés aux impacts et de performance d'impact. Ça, vous le retrouvez aussi, si vous le voulez, dans votre politique de gestion des talents, de recrutement, de rémunération du comité de direction, qui va pouvoir être reposé sur d'autres sujets que simplement le financier. Tout ça ne fonctionne bien évidemment que si vos investisseurs, vos banquiers, vos actionnaires vous suivent et respectent ce cockpit de pilotage. Mais on voit qu'eux aussi sont amenés à prendre en compte ces éléments dans leur gouvernance, dans leur pilotage. Et donc, on peut voir que si ce cockpit de pilotage il est plébiscité par le CODIR, il a une granularité intéressante pour vous permettre de piloter, pas simplement à l'année, mais un peu plus court. Et s'il vous donne aussi une possibilité de renforcer l'attractivité de l'entreprise, eh ben, il va s'imposer de toute façon, pas simplement d'un point de vue réglementaire, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Et c'est cette révolution que les équipes RSE et de direction générale vont commencer à toucher du doigt dans les prochains mois, en ayant ces indicateurs qui arrivent dans leur quotidien réglementaire, mais en se disant, bah, voilà, je ne vais pas en faire simplement que du réglementaire, je vais aussi le mettre dans tous les processus de l'entreprise. Pour finir sur cette partie plutôt positive, pardon, excuse-moi, tu peux avancer, il y a aussi un certain nombre de choses qu'il faut réfléchir. Le référentiel CSRD va changer la façon dont on regarde les progrès en termes de RSE. Donc, il y a peut-être une sélection des labels et des initiatives RSE les plus pertinents et conformes à la CSRD qui doit se mettre en place. De manière concrète, une entreprise qui s'était peut-être lancée dans un comité de mission ou dans une certification B Corp, il va falloir réfléchir à la simplification de la gestion des processus RSE pour ne pas avoir à gérer plusieurs processus en parallèle. Il y aura sans doute une harmonisation du reporting et puis une centralisation de la gestion des informations qui va être nécessaire. Enfin, il y a un sujet de potentiel renforcement de la collaboration avec les fournisseurs pour la gestion des données RSE, identifier des actions communes avec les acteurs d'une fédération, par exemple, ou avoir une relation qui ne soit plus simplement basée sur le volume et le prix, mais qui soit aussi basée sur un projet commun, sur un sujet comme le climat ou la biodiversité. Alors, ça ne va pas forcément se faire toujours dans la bonne humeur et le fair play, mais c'est un sujet qu'il faut anticiper pour pouvoir ne pas le subir, en tout cas. Dernier point, et on s'arrêtera là sur notre introduction au commerce pour répondre aux questions. Plus largement, vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à beaucoup de données qui aujourd'hui ne sont pas communiquées avant l'ère de la CSRD, y compris des données qui étaient plutôt secrètes dans certaines entreprises. On prend un exemple comme celui de Nespresso, qui est une société suisse, mais qui a beaucoup d'activités dans l'Union européenne et qui, à terme, en 2028-2029, va devoir faire un reporting CSRD sur l'ensemble de ses activités, puis elle va sans doute dépasser des seuils de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne et d'une filiale au moins qui est à 50 millions d'euros. Et donc, les données de Nespresso en termes de durabilité et de performance RSE vont devenir publiques. Enfin, ce rapport reste aussi un rapport de communication, comme votre rapport RSE aujourd'hui, si vous le faites déjà. Et donc, il y a un enjeu réputationnel autour de la CSRD qui se dessine. Voilà pour cette présentation. Alors, on va répondre aux questions, à commencer par celle qui est dans le chat, mais vous êtes bien sûr invités à nous consulter, à nous écrire si vous avez des questions, si vous voulez continuer à préparer la CSRD. On a mis ici l'email de Grégoire pour que vous n'en ayez qu'un à retenir, mais n'hésitez pas à nous mettre un petit message dans le chat si vous souhaitez qu'on vous recontacte pour un rendez-vous ou qu'on vous appelle. Et puis, on va commencer par les questions. Ouais.
Merci Madame Schall pour votre question que je lis à haute voix pour tout le monde. À partir de quel niveau considère-t-on que l'enjeu est matériel? Donc pour considérer qu'un enjeu est matériel, c'est l'exercice de la double matérialité. Je pense que votre question porte sur comment est-ce qu'on hiérarchise les enjeux entre eux. En fait, dans la méthodologie qui a été publiée par l'EFRAG, c'est assez ouvert là-dessus et il va falloir que vous fassiez ce qu'on appelle des grilles de cotation, des grilles de notation qui vont être un guide méthodologique permettant de hiérarchiser les enjeux entre eux sur l'impact que l'entreprise a et sur les enjeux, quels sont les impacts sur l'entreprise. Donc typiquement, vous pouvez avoir des grilles qui vont de niveau 1 à 3 en termes de sévérité d'impact et de probabilité. Donc ça va être deux volets qui sont importants et structurants pour hiérarchiser ces enjeux entre eux. Quelle est la gravité de l'impact selon plusieurs critères qui ne sont pas nécessairement réglementaires, mais qui peuvent être sur le volet opérationnel, humain, etc. Et la probabilité d'occurrence d'un risque ou d'un impact. Pour compléter, la législation est quand même assez orientée et vous demande surtout de justifier quand un enjeu n'est pas matériel. Tout à fait. Donc, ce qu'on voit, il y a pas mal d'entreprises qui ont anticipé la CSRD cette année, des entreprises du CAC 40 notamment, qui ont publié. On voit qu'elles englobent beaucoup d'enjeux pour ne pas prendre le risque de devoir justifier quelque chose qui est difficile à justifier. Et enfin, pour finir sur cette question, à l'issue de la double matérialité, une fois que vous aurez hiérarchisé les enjeux entre eux, vous aurez une notation en fait de tous les enjeux et il reviendra à l'entreprise de poser ce qu'on appelle le seuil de matérialité, qui est à partir de quel moment considère-t-on justement que les enjeux sont soit matériels, soit ne le sont pas matériels. C'est à l'entreprise de décider ce seuil, tout en gardant en tête que si le seuil est trop bas, et que beaucoup d'enjeux ne ressortent pas comme matériels, il y aura éventuellement des difficultés auprès de l'OTI à justifier pourquoi. Donc, on vous conseille plutôt de vous faire accompagner pour positionner ce seuil de matérialité. J'espère qu'on a répondu à la question et puis je laisse peut-être Ludovic prendre la seconde. Oui, alors pour qui publie le rapport, alors les rapports, c'est toujours, il y a toutes les sociétés qui font partie d'une consolidation sont exemptées de rapport quand la société consolidante dépasse les seuils. Alors, il y a même des cas de figure où on a des sociétés, par exemple en France, qui dépassent les seuils elles-mêmes, mais qui dépendent d'une société supérieure située dans l'UE qui dépasse les seuils. Il n'y aura qu'un rapport de durabilité. Mais il faut, pour le moment, en tout cas pour celles qui sont en 2025-2026, que la société soit une consolidante, soit une société UE. Pour le moment, sinon, il n'y a pas d'obligation pour les sociétés non UE qui détiennent différentes filiales. Si la conso est aux US, pour le moment, vous n'êtes pas soumis. Il faut quand même vérifier s'il n'y a pas un intérêt pour vous, par contre, d'anticiper, peut-être pas la publication, mais au moins la réorganisation de votre politique RSE, parce que rapidement, vous allez devoir être soumis, ou vos concurrents y sont soumis, donc les parties prenantes externes vont commencer à regarder le secteur sous l'angle de la CSRD, et s'il y a un vilain petit canard qui est pas encore soumis et qui donc continue à faire son reporting RSE selon ses propres règles, il y a quand même un décalage en termes d'analyse et puis à terme, on va tous y aller. Donc, moi, j'ai été très, très frappé par l'anticipation d'un certain nombre d'entreprises comme Orange, Unibail-Rodamco, Séché Environnement, Bureau Veritas, qui ont déjà volontairement publié des rapports CSRD cette année. Donc, on imagine le travail que ça a dû être, en plus, dans une période où tout n'était pas clair en termes de législation. On voit que le mouvement est lancé et je pense que ça va aller en fait assez vite pour que des entreprises le fassent de manière volontaire. Si leurs commanditaires, par exemple, leur demandent beaucoup de données CSRD, elles vont préférer y aller à 100% et ne pas être dans un entre-deux-mondes. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à prendre la parole directement si vous le souhaitez aussi, c'est possible. Alors, ce qu'on a vu aussi avec le collectif Génération Responsable, c'est que pour les entités qui gèrent tous les sujets de franchise, etc., notamment la Fédération française de la franchise, sont en train de s'équiper, de pouvoir conseiller leurs membres, parce que vraiment ce sujet de la franchise, c'est une relation économique. Donc, il n'a rien à voir avec la consolidation financière et capitalistique, qui est la base de la CSRD. Et pourtant, on imagine que ça va remettre en cause un certain nombre de choses. On sait qu'il y a eu beaucoup de jugements
et de jurisprudence sur le sujet de la franchise en termes de la relation, qu'est-ce qui est dû, qu'est-ce qui n'est pas dû, etc. Attention, là, il va falloir suivre ce sujet de près. Je pense que ça va être une espèce de boîte de Pandore qui s'ouvre et qui doit bien être anticipée. Parce qu'un franchiseur ne peut pas tout demander à son franchisé, mais avec la CSRD, un certain nombre d'obligations arrivent. Je pense qu'on en avait déjà parlé, mais je voulais quand même souligner le point. Donc, n'hésitez pas à consulter et à nous reposer des questions là-dessus. On sera ravis de pouvoir en reparler avec vous. Peut-être remontrer la slide sur les opportunités. Je pense que ça peut être intéressant. Ouais. Ça. Celle non, avant. Ouais, celle qui. Voilà, exactement ici. Est-ce que vous aviez des questions peut-être sur les opportunités qui étaient créées ou que vous n'aviez peut-être pas vues? Alors, c'est vrai que souvent, des entreprises ont du mal à se dire alors, il y a un problème social ou environnemental, donc on va s'en servir pour faire du business. Malheureusement, ces problèmes-là ne vont pas disparaître. Et effectivement, le monde économique a toujours eu cette capacité à s'emparer d'un problème pour en faire un business. Donc, l'idée, c'est de le faire de manière bien sûr éthique et de pouvoir apporter quelque chose qui soit proportionné. Mais les inégalités sociales qui apparaissent et puis les problèmes environnementaux, en particulier climatiques, vont créer toutes ces opportunités quand même. Donc c'est vrai qu'il faut aussi qu'on l'intègre dans les business models des entreprises. On n'a pas forcément une évolution du modèle d'affaires qui va se faire de manière dramatique en passant tous au serviciel. Il y a encore sur le sujet du commerce de produits physiques beaucoup de choses à faire et des entreprises comme par exemple Phoenix qui sont nées d'un problème de gaspillage alimentaire ont pu se développer avec beaucoup de succès et ça a été accepté quelque part par le marché. Donc, on peut imaginer que même des entreprises plus classiques ou plus installées peuvent aussi trouver dans ces opportunités RSE une manière de compenser peut-être des pertes de chiffre d'affaires futures qui arriveront dues à des problématiques de risque de transition ou de risque physique. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres points que vous souhaiteriez clarifier avant qu'on clôture éventuellement? Et, si vous le souhaitez, on pourra répondre à vos questions par écrit plus tard, s'il n'y a rien qui vous vient maintenant. Le document de présentation sera partagé à tous les participants. Vous aurez aussi un replay pour revoir les expertises de Ludovic et Grégoire, avec toutes leurs coordonnées aussi, dans un mail qui arrivera très très vite. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dernier appel. Je ne sais jamais. Oui. Moi, j'ai une question. Pardon, oui. Pardon, Annabelle de la Micaline. Vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord, oui. Aujourd'hui, nous, on réalise un rapport RSE. On a aussi une scorecard et on fait un DPEF et un bilan carbone. Est-ce que le rapport de durabilité, en fait, remplace le rapport RSE, par exemple? Alors, vous pouvez continuer à faire un rapport RSE à côté si vous le souhaitez. Oui. Mais non, ce qu'on voit déjà, c'est que en fait, les entreprises utilisent le rapport de durabilité comme un rapport RSE. Moi, j'ai l'impression que ça ferait doublon, oui, parce que déjà, dans ce rapport RSE, on met déjà des données qualitatives et puis on fait déjà, comme on met la scorecard dedans, on a déjà des objectifs à court, moyen et long terme. Le bilan carbone, on rentre aussi des données du bilan carbone. Et puis, le DPEF, pour moi, aujourd'hui, c'était un peu la CSRD. Aujourd'hui, les DPEF, on a commencé déjà il y a plusieurs années. Donc, j'ai l'impression que, ouais, il ne faudrait pas refaire ce rapport RSE, vu la présentation que vous avez fait. J'ai l'impression que le rapport de durabilité pourrait remplacer, pour éviter de faire multiplier les supports, en fait. Tout à fait. Et vous pouvez l'enrichir avec des infographies, des éditos, des verbatims qui ne sont pas demandés par les textes, mais qui rendront la chose plus digeste et plus intéressante pour les parties prenantes. Voilà. Ouais, ben c'est ce qu'on fait un petit peu déjà dans le rapport RSE, donc, qui est diffusé au grand public. Donc, ouais. Donc oui, non, non, ça. Merci beaucoup pour cette présentation, en tout cas. C'est très intéressant. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous. Et puis, on reste disponible, comme on vous l'a dit, par écrit si vous souhaitez clarifier des éléments. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous tous d'avoir participé.
Bonne journée. Merci, Bonne très belle journée. Merci, au revoir. Au revoir. Belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.